Bonsoir, bonsoir à tous. Ils ou elles se battent tout au long de l'année pour défendre les droits de l'homme. Certains le font de façon individuelle, d'autres à travers des associations, d'autres encore à travers des organismes internationaux. C'est à toutes ces personnes célèbres ou anonymes qui se battent pour le respect de l'être humain que cette émission ce soir est dédiée. Nous avons choisi comme cadre pour installer nos caméras un lieu hautement symbolique, le Théâtre National de Chaillot à Paris. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ici que le 10 décembre 1948 a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous mes invités ce soir, vous les découvrirez, mènent un combat difficile qui n'est pas sans risque dans des pays où les droits de l'homme sont trop souvent bafoués. Tout de suite en images, le sommaire de cette émission. Merci d'être au rendez-vous. Au Cambodge, plus de 20 000 prostituées sont des mineurs âgés de 10 à 18 ans. Elles ont toutes été vendues par leur famille ou leurs voisins à des proxénètes pour quelques dollars. Depuis 3 ans, Somalimam, une jeune femme de 29 ans, se bat pour mettre un terme à l'exploitation sexuelle de ces jeunes filles. De l'enfer de la prostitution à la réinsertion sociale, nous l'avons suivie dans son combat. Ce soir, elle est avec nous sur le plateau d'Éracine des Ailes. Nous nous rendrons également sur la frontière du dernier bastion stalinien, la Corée du Nord, un pays cadenassé par un régime totalitaire. La rareté des images et des témoignages font de ce reportage un véritable document. Récits de réfugiés et expériences d'associations humanitaires nous éclairent sur la situation d'une population en proie à la famine. Elle se bat sur tous les fronts, contre l'injustice, contre la barbarie. Elle est commissaire européen à l'Office humanitaire. Elle va là où les guerres éclatent pour dénoncer les désastres, évaluer les besoins et, si possible, aider à reconstruire la paix. Une de nos équipes l'a accompagnée sur le terrain en Afrique de l'Ouest. Cette diplomate de choc s'appelle Emma Bonino. Elle est avec nous ce soir. Emma Bonino, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous ce soir. Non, merci de votre invitation. Alors depuis des années, vous n'avez de cesse d'alerter l'opinion sur la situation de population en danger à travers le monde. Vous le faites avec beaucoup d'énergie, avec un franc-parler qui est remarqué et qui est remarquable, puisque on vous surnomme déjà la commissariat passionnariat, la commissaire passionnée. Vous revendiquez cette image? Il me paraît que quand on exerce une fonction publique, d'être déterminé, de ne pas le faire comme un boulot quelconque, mais d'avoir une passion, une vision, c'est un préalable, sinon on ne le ferait pas. Mais aussi en tant qu'individu, toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a motivé. On ne vous reproche jamais cette motivation, cette fougue? Non, on me traite parfois d'utopiste, de visionnaire, comme ça, de façon un peu comme ça, comme si le sérieux de la politique se passe ailleurs. Mais moi, j'insiste à penser que c'est bien les hommes et les femmes, c'est les personnes qui doivent être au centre de la politique. Alors, on vous traite aussi d'emmerdeuse des droits de l'homme. Ah, ça me paraît une très bonne cause. Vous revendiquez? Oui, absolument, hein? Absolument. Ça, vous en êtes fier, parce qu'en fait, c'est presque une attitude politique, non? Ben, je pense que très souvent, ils sont plutôt oubliés. Donc, si quelqu'un arrive peut-être à emmerder ceux qui les oublient, c'est pas trop mal. Alors, vous avez récemment reçu un prix espagnol, le prix du Prince des Asturies, qui distingue un individu pour l'action humanitaire, et vous avez décidé de le partager avec 6 autres femmes. Pourquoi? Eh bien, parce que je pensais que j'ai connu dans ma vie des femmes extraordinaires, non européennes peut-être, et qui ne sont pas connues, qui vivent des vies difficiles, en danger, qui risquent leur vie. Et donc j'ai pensé que je voulais le partager avec elles. D'ailleurs, c'est pour elles aussi, j'espère, un moyen de soutien, hein, d'être connue, de ne pas se sentir isolée et de sentir que l'Europe, dans ce cas-là l'Espagne, mais c'est aussi pas tellement autoréférentiel, hein, qu'on regarde ailleurs et que l'humanité nous appartient et que cette humanité, c'est bien une valeur européenne. C'est ça que je voulais leur dire. Alors, l'une des femmes avec lesquelles Emma Bonino a souhaité partager ce prix s'appelle Somalimam. Elle est cambodgienne, elle est avec nous ce soir sur ce plateau, nous la remercions. Elle est venue spécialement du Cambodge pour cette émission. Depuis 1996, elle se bat dans son pays pour soustraire des jeunes filles de la prostitution, jeunes filles qui, pour la plupart, ont été vendues par leur propre famille à des proxénètes. Voici Le viol de l'innocence, un reportage signé Elisabeth Révillon et Zora Hamdan.
Shamtou a 13 ans. Au bordel, on me frappait très fort. On m'insultait, on me criait dessus quand je ne voulais pas aller avec les clients. On me menaçait de me défigurer avec une lame de rasoir. J'avais peur. Alors je souriais pour qu'on ne me crie plus dessus et qu'on ne me frappe plus. Nous sommes au Cambodge, un pays où sur environ 57 000 prostituées recensées, 50% sont des mineurs âgés de 10 à 18 ans. Elles ont toutes été vendues par leurs familles ou des voisins comme prostituées dans les maisons de passe cambodgiennes. Un des refuges pour ces jeunes filles, c'est l'AFESIP, un centre d'aide et de réinsertion sociale pour enfants abusés sexuellement. Il a été créé en 1996 par cette jeune femme, Somali Mam, 29 ans. Une fois sorties de la prostitution, ces jeunes filles qui depuis longtemps ne sont plus des enfants apprennent un métier pour acquérir une indépendance. Mais le décor est vite planté, 2 tiers de ces enfants sont séropositives. En ce moment, on a des filles qui sont séropositives. Hein. Mais nous, quand les filles qui sont arrivées comme ça, on ne demande pas de faire les tests. C'est pas obligatoire. Si elle veut faire les tests, on la met le faire. Si elle ne veut pas, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si les filles ne sont pas prêtes, et on le sent pour faire des tests, et quand elle sait qu'elle est séropositive, elle va s'utiliser parce qu'elle n'est pas prête. Depuis la création de son association, Somali a sauvé des maisons closes environ 200 jeunes filles. Une trentaine sont restées à la FESIP. Parmi elles, nous retrouvons Shamtou, qui a été vendue par sa mère à l'âge de 12 ans. Quand je suis arrivée dans le bordel, ils m'ont martyrisée. Ils m'ont attrapée et frappée. Au début, je croyais que faire l'amour, c'était simplement dormir avec quelqu'un. Je ne savais pas qu'on faisait ça comme ça. Il y avait un homme dans la chambre. Il a enlevé mon pantalon. Je ne voulais pas. Il m'a dit « De quoi as-tu peur ?» Puis il m'a appris que je lui appartenais et qu'il m'avait acheté. Quand j'y pense, j'ai perdu mon enfance. C'est un Chinois qui a acheté à un proxénète la virginité de Shamtou pour 4200 francs. Selon la tradition chinoise, déflorer une jeune fille apporte puissance et longévité. Je vais t'aider, ta grande sœur est là. Tu auras à manger, tes frères et tes sœurs aussi. Ta famille sera heureuse, ne t'inquiète pas. N'oublie pas ça, ta grande sœur va t'aider. Allez, arrête. Écouter, consoler ces enfants traumatisés est une des missions de Somali. Mais son travail, c'est aussi de retrouver les parents de ses enfants. Ce jour-là, elle se rend dans le village de Shamtou. Son objectif, rencontrer la mère de l'enfant, comprendre pourquoi elle l'a vendu. Pour l'instant, il n'est pas question que Shamtou quitte la FESIP. Ce sont les frères et sœurs. Combien y en a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5 avec la petite là. Tu veux venir avec Shamtou? Si elle revient ici, moi j'ai pas trop confiance, hein. J'ai peur que sa mère revende encore. Vous n'avez pas encore confiance dans la mère. Oui. Vous pensez que sa mère est capable de la revendre? Si elle est capable de faire la première fois, elle est capable de faire la deuxième fois, ça c'est sûr, mais si elle dit non, j'ai pas de preuves, mais on fait attention quand même. C'est une surveillance tous les jours. Ouais. C'est fatigant tout ça. Mais c'est fatigant, mais il faut le faire. Parce que si on ne fait pas, vous voyez, tous les enfants ici, ils vont mourir, il y a du sida, vendus, violés, massacrés, tirés par les métros. Lorsqu'elle a vendu sa fille, Van, la mère de Shamtou, ne gagnait que 3 francs par jour. Pas assez pour nourrir 6 enfants et payer les médicaments d'un mari malade et hospitalisé. La vente de l'enfant à un souteneur lui a rapporté 200 francs, mais Van nie toujours la vérité.
Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai laissé aller vivre ailleurs. Mon mari était hospitalisé depuis longtemps et contre Shamtou, on m'a donné un peu d'argent. J'étais malheureuse. J'avais beaucoup d'enfants et je ne savais pas que Shamtou était dans un bordel. C'est terminé. Quoi qu'il arrive, je ne la revendrai plus. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. Je peux la regarder dans les yeux. Mais au début, je n'osais pas. Ici, loin du clinquant de la capitale, dans la pauvreté des campagnes, c'est la loi du silence qui prévaut. Elle n'a jamais dénoncé sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle la protège, parce qu'elle ne veut pas que sa mère parte dans la prison, parce qu'elle a 5 frères et sœurs. Et si sa mère part dans la prison, qui va donner à manger à ses frères et sœurs, qui sont 5 personnes qui sont ici? Et en plus, ici on est spécial, en Asie. Mais moi, je parle surtout au Cambodge, je ne parle pas de l'Asie, parce que je ne connais pas. Au Cambodge, quand on sort devant de la maman, elle peut nous utiliser, elle peut nous dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que c'est moi, je te donne ta vie, donc ta vie c'est à moi. Donc la mère peut vendre aussi. Voilà. Et aucun problème. Et la fille, elle dit rien, parce que c'est respecte la mère, il faut fêter la mère. C'est pour ça ici, on a des problèmes. Donc aujourd'hui, Shamtou est prête à tout nier pour faire plaisir à sa mère. Oui. Remerciement, tout ça. Et vous pensez qu'elle va pouvoir s'en sortir? Avec le ZER, oui. Mais si on ne l'aide pas, elle s'en sort pas. Ça veut dire que si demain sa mère décide de la revendre, Shamtou dira rien. Il n'y a rien. Accompagnés de Somalis et d'éducateurs, les jeunes protégés de la FESIP partent tous les 15 jours en vacances, à la mer. Les premiers objectifs de Somalie, faire oublier à ces gamines leur passé et leur souffrance. Faire ce que personne n'a jamais fait pour elles, leur donner une bouffée d'oxygène pour oublier leurs angoisses. Loin des proxénètes et de la violence, elles retrouvent l'innocence des enfants de leur âge. Dites-moi, Somalie, pourquoi vous les amenez à la mer? Mais c'est les vacances sur la mer. Parce qu'il faut sortir de Phnom Penh un petit peu, il faut prendre l'air un peu, les filles ne connaissent pas la mer. Nous, on l'emmène quelque part, mais son corps, elle ne veut pas sortir parce que si elle est kidnappée par des maquereaux, des maquerelles, donc elles sont toujours là-dessus, mais par contre ici... Ici, c'est la liberté. Totale. 24 heures sur 24, vous êtes à leur côté? Pourquoi, Somalie? C'est un dévouement total? Parce que ce sont des filles, on ne peut pas les laisser seules. Elles ne peuvent pas rester seules. Elles sont traumatisées. Elles ont été vendues, elles ont été violées, massacrées. Donc, elles ne peuvent pas rester seules parce que sinon, elle va repenser en arrière où, quand elle était vécue. Mais quand on l'emmène la mer comme ça, vous voyez, tout souriant, donc elle ne pense pas qu'on la vit dans les bordels. Somalie vit à Phnom Penh dans une maison dont vous ne verrez pas l'extérieur par mesure de sécurité. Là, elle partage sa vie avec Pierre, son mari, sa fille Adana, 3 ans, et Myang, une petite Cambodgienne de 7 ans qu'elle a adoptée. C'est en 1991 qu'elle croise le chemin de Pierre, un biologiste français qui depuis travaille avec elle. Mais il est parfois difficile de conjuguer vie privée et vie professionnelle. Je voudrais bien, tu sais, un moment rester avec ma fille, mon mari, mais c'est impossible. Parce que je ne peux pas être tranquille. Toujours dans ma tête, j'ai pensé des filles. Pour moi, la FESIP, c'est un combat. C'est un combat, c'est mon corps, c'est ma vie. Parce que vous êtes une ancienne prostituée, que ces petites filles ont vécu ce que vous avez vécu? Je ne suis pas ancienne prostituée, je suis ancien des enfants qui sont vendus. Oui. J'étais vendue. Pour moi, prostituée, je ne veux pas accepter parce que je n'étais pas d'accord. Donc, je suis un gamine, donc je ne sais même pas comment coucher avec des clients. Donc, je peux pas, j'ai jamais accepté que j'étais prostituée. Ça, j'ai jamais accepté. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez été vendue et on vous a fait vous prostituer de force. Oui, voilà. Vous avez honte? Non, j'ai pas la honte. C'est pas ma faute.
personne qui m'aime. Personne. Ben, mon mari, moi je dis pas mon mari, parce que ça, il me dit jamais qu'il m'aime, alors je sais pas. Il me dit jamais qu'il m'aime, alors je sais pas qu'il m'aime ou pas, mais c'est vrai que personne m'aime. Des gens qui me disent oui, je t'aime parce qu'il veut quelque chose de moi, donc qui m'aime, je sais pas. Mais est-ce que vous arrivez à dire le temps? Non, Pourquoi ça? j'aime personne. J'aime qui? À part Pierre. Pierre, c'est un homme, je respecte. Et c'est le seul personnage qui a écouté sous moi. Je suis là pour lui. Donc, les autres, j'aime personne. Vous n'aimez pas parce qu'on ne vous a jamais aimé? Qu'on ne vous a jamais donné de parole? Non, parce qu'il n'y a pas de confiance. Je ne suis pas confiance en personne. Il n'y a pas de confiance, parce qu'à cause de... Avant, je suis confiance en les autres. C'est pour ça qu'ils m'ont vendu. Donc, ma vie est ratée parce que j'ai confiance. Encore, il n'y a plus confiance. Il n'y a plus aimé, il n'y a plus confiance. Vous vous sentez plus proche de ces filles-là que de votre propre fille? C'est dur, non? C'est pas dur, je le sentais comme ça. Parce qu'il y a des filles là-bas, elles ont le même problème que moi. On n'a jamais eu de l'amour, on n'a jamais eu de aimer, pas personne. Donc, je suis là pour donner. Et ma fille, elle est encore petite, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais peut-être après, ça change, peut-être après, parce qu'elle est en France, parce qu'elle va me poser des questions, je ne sais pas, parfois j'ai peur d'elle, mais... Vous n'avez pas peur qu'elle vous le reproche, ça? Oui, j'ai un petit peu peur, mais on verra sur place, hein, tout ça. Vous avez prévoir Non, j'aime pas prévu le truc. Je fais toujours sur place. Vous vivez au présent, Oui, au jour le jour. oui. C'est important. C'est plus important que parler, c'est vrai. C'est parce qu'elle a connu l'enfer que Somalie s'est jurée de combattre les proxénètes. Somalie a été vendue à l'âge de 14 ans. Ce jour-là, accompagnée de policiers qui soutiennent son action, elle a de nouveau décidé d'agir. On va partir, c'est le sauvetage d'une jeune fille qui est dans le bordel. Hein. Ce sont des sauvetages que vous faites régulièrement? Oui, on le fait souvent. C'est pour pas dire combien de fois par mois, mais parfois c'est presque tous les jours, parfois presque toutes les semaines, parfois c'est une fois par mois. Quoi. L'opération sauvetage a lieu dans la rue des Petites Fleurs. Cette maison close fait partie des 1000 lieux connus de prostitution de Phnom Penh. Au Cambodge, les réseaux de prostitution sont entre les mains de policiers, de personnalités politiques et de la mafia. Ce jour-là, Somalie va sauver une dizaine de filles. La plus jeune, c'est elle. Elle aurait 13 ans. Le macro, c'est l'homme à la chemise marron. Il est policier. Chaque jour, ces jeunes filles peuvent recevoir une dizaine de clients. Ici, la passe coûte entre 6 et 24 francs les 20 minutes. L'officier de police qui accompagne Somalie s'indigne. Tout cela n'est pas normal et je demande à l'opinion internationale de nous aider dans le domaine de l'éducation et d'intervenir auprès du gouvernement pour qu'il collabore avec nous. La vente et le trafic d'enfants doivent cesser. Je ne comprends pas que des gens puissent être aussi corrompus. Ils ne violent les lois que pour gagner beaucoup d'argent. L'opération terminée, les souteneurs et leurs jeunes victimes sont envoyés au QG de la police. Les jeunes filles ne seront libérées que 48 heures plus tard et témoigneront devant le juge des sévices qu'elles ont subis. Certaines porteront plainte, d'autres non, par peur des représailles. Pendant 5 heures, le proxénète restera dans la même pièce que les jeunes filles. La tête baissée, elles n'oseront jamais le regarder. La peur est présente. Selon la loi, l'homme aurait dû être traduit devant un tribunal. Le lendemain de son arrestation, nous avons appris qu'il avait été relâché contre la somme de 3000 francs. Depuis, il menace de tuer Somalie.
Dans le bureau de l'officier de police commence l'interrogatoire pour la femme du proxénète. Ce n'est pas moi qui les oblige. C'est leur mère qui me demande de les héberger. Moi, je ne les oblige pas. Je ne les ai pas achetés. Ce sont elles qui veulent rester avec moi. Il n'y a pas que chez moi qu'il y ait des enfants. Il y en a dans d'autres bordels. C'est elles qui veulent faire ça. Je ne les oblige pas. Elles font ça pour avoir de l'argent. Je ne les tue pas. Je n'y peux rien si elles ne veulent pas mettre de préservatif. À l'écart des regards indiscrets, Somali essaye de rassurer ses nouvelles protégées. C'est parce qu'il a sauvé Somali de l'enfer de la prostitution que Pierre a décidé de se battre à ses côtés. À l'AFESIP, il est en charge du département SIDA. Son équipe, constituée de militaires et de civils cambodgiens, se rend chaque jour sur les lieux de prostitution, là où le sida touche plus de 40% des prostituées. Leur travail, expliquer ce qu'est cette maladie et la meilleure façon de s'en protéger. Au Cambodge, le nouveau fléau, c'est le sida. D'après l'OMS, le sida va tuer plus de personnes que Pol Pot l'a fait. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est une catastrophe. C'est une très grosse catastrophe. Le sida est apparu en quelle année dans ce pays? Au moment où l'ouverture de ce pays s'est faite dans les années 90, et les Nations Unies étant rentrées, ont aidé un petit peu à la propagation de cette épidémie. Le problème de prostitution est un problème politique. Il y a des lois qui existent, qui ne sont pas appliquées. Point. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je pense que le message est clair. Il suffit de faire appliquer les lois. Et comment peut-on les faire appliquer? Est-ce que j'ai le droit de vous parler actuellement en fonction de ce que je vais dire? Il faudrait payer les fonctionnaires, avoir des fonctionnaires payés, compétents, et d'avoir un système juridique qui marche et qui soit appliqué. On essaie de vous empêcher de travailler ici? Oui. C'est-à-dire? Indirectement. Il y a certains lieux de prostitution qu'on a essayé de fermer. On nous a dit, si vous faites ça, vous êtes mort. Parce que les proxénètes sont des personnes relativement haut placées. Donc on ne peut rien faire. Et ces lieux-là, vous n'y allez pas pourquoi? Pour violence extrême, meurtre. Parce qu'il y a des meurtres. On tue les jeunes filles qui ne veulent pas se prostituer et on les jette dans le Mekong. Dans ce pays ravagé par des années de guerre et d'horreur, la loi de l'argent l'emporte sur toutes les considérations humaines. La mort fait partie du lot quotidien. Somali en sait quelque chose, elle qui est régulièrement la cible des mafieux. C'est dans ce petit village au nord-est de la capitale que se trouvait sa maison familiale. Une trace de son passé. De cette maison, il ne reste aujourd'hui plus rien. Qui a brûlé votre maison? C'est le Macron. Et vous avez reçu d'autres menaces de mort? Comment ça s'est passé? Les trois d'autres, ce sont des... Quand j'étais à Phnom Penh comme ça, c'est des lames sous la tête. Après, c'est pas le lame, une fois, c'est... Ils parlent comme ça, devant moi, comme ça. Et après, ils me suivent en moto avec des armes. Donc on vous a déjà menacé de mort avec un pistolet sur la tempe? Ouais. Et vous n'avez pas envie d'arrêter? Non, il ne faut pas arrêter. Il faut pas. Et vous risquez d'y laisser la vie? Je sais. Depuis, j'ai fait le projet d'AFESIP avec mon mari. On dit qu'on va risquer la vie. Mais on fait quand même. Donc maintenant, on fait. On risque la vie. On l'assume. Mais il faut continuer. Il faut aider des enfants là. Parce que moi, si je risque ma vie tout seul, hein, j'ai pas de mourir, d'accord? Et les autres filles, des filles, 10 000 filles, plus 30 000, 20 000, 50 000 filles qui sont maintenant dans des bordels en train de massacrer, de tuer. Et qui va sauver? Je suis seule, elles sont beaucoup. Donc même j'ai peur, mais il faut pas, je dis il ne faut pas. Il faut que je continue pour aider les autres filles. Donc ils peuvent vous menacer de mort, vous n'arrêterez pas? Non, oh, jamais. Déterminée, Somali a créé à une centaine de kilomètres de Phnom Penh un deuxième centre qu'elle souhaite agrandir.
Ici, vivent des fillettes âgées de 11 à 15 ans. Parmi elles se trouve Sochrome, elle a 12 ans. Sochrome a été vendue par sa sœur aînée à l'âge de 10 ans. Pendant 2 ans, cette petite fille a été violée, battue, torturée et vendue 5 fois. Les clients me maltraitaient et m'obligeaient à faire l'amour sans préservatif. Un jour, le patron m'a appelé pour satisfaire un client. J'ai été obligée d'y aller car j'avais peur qu'il me frappe. Au lit, le client m'a demandé de ne pas mettre de préservatif. Je lui ai répondu que je n'osais pas car j'avais peur d'attraper la maladie du sida. Il a insisté, je l'ai supplié en disant que j'avais peur d'être contaminée. Et il m'a répondu que je ne mourrais pas pour ça. Il n'a jamais mis de préservatif. Malgré ce qu'elle a vécu, Sochrome arrive quand même à exprimer sa colère. Je pense que ma sœur n'a pas de cœur. Elle est cruelle. Je ne lui pardonnerai jamais. Sochrome est séropositive. Je pense qu'une fois morte, on ne pourra plus me faire du mal. Et je serai enfin heureuse. Retour à Phnom Penh, dans le centre, c'est l'effervescence. Les 10 jeunes filles sauvées 2 jours plus tôt par Somalie arrivent. Désorientées, elles sont accueillies par la présidente de la FECIP et les jeunes pensionnaires du centre. Dès lors, commence un long travail d'écoute et de remise en confiance. Somalie, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, il faut se laver, il faut dépouiller parce qu'il y a plein d'époux. Et après, elle va prendre la douche, elle reste tranquille. Dans 2, 3, 4 jours, on va l'emmener à l'hôpital, on ne peut pas l'emmener maintenant. Est-ce que cette jeune fille, par exemple, qui a 13 ans, a porté plainte? Maintenant, je ne sais pas. Demandez-lui. Mais j'en peux dans mes bonnes. Elle ne peut pas dire, elle dit non, mais parce que comme de nuit avec des macros, donc... Est-ce qu'elle se sent rassurée d'être ici? D'abord, non? Madame, mình cứ thay cà phê không này mà đấy. Mà này nè. Hả? Elle sait pas encore, elle sait pas. D'abord, il faut faire connaître la connaissance. Et après, on va laisser tranquille, on va laisser manger ensemble, danser ensemble, jouer ensemble. Pour vous, c'est une bonne opération quand même. Vous êtes content? Superbe, superbe. Mais c'est pas où elle va. Vous avez l'impression qu'elles sont enfin redevenues des enfants? Ce sont des enfants, hein? Ce sont des gamins. Mais moi aussi, ça manque.
Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes, en direct, c'est Maliman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu du Cambodge pour témoigner avec nous. On vous sent très proche de ces jeunes filles. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Mes sœurs. Parce qu'on est vécu les mêmes choses, donc c'est mes sœurs, ce sont mes sœurs. L'aide que vous leur apportez, c'est l'aide que vous auriez aimé qu'on vous apporte quand vous aviez leur âge? Ouais. Et que vous n'avez pas eu? Et que vous n'avez pas eu cette aide? Oui. Ouais. Alors, vous recevez ces jeunes filles dans votre centre, elles arrivent, elles ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, vous leur donnez une scolarité, vous les suivez psychologiquement, vous leur donnez une formation professionnelle, et puis après, elles s'en vont. Et donc, elles s'en vont à quel âge? Elles sont entre 12 ans, 18 ans, 20 ans parfois. Mais on a un deuxième centre, on sélectionne des filles qui sont 15 ans, elles vont en alphabétisation. Et 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc elles sont en cours d'information personnelle. Donc il y a couturière, il y a coiffeuse et apprentissage cuisine, restauration. Et à 17-18 ans, elles s'en vont? Oui. Et comme ça vous n'avez plus de... Non, c'est pas comme ça. Nous, on a organisé sa vie. Ça veut dire quand elles sont rentrées, on donne le travail. Et quand elles sachent, nous, on cherche le travail pour elles. Vers les 17-18 ans, donc, vous leur trouvez un travail. Oui. Et alors, elles deviennent quoi? Couturières, c'est ça? Voilà, couturière, coiffeuse. On achète un magasin pour elles. Et cuisinière. Elle fait la cuisine chez les expatriés au Cambodge. Donc, le salaire, il paye bien. Et quand elles sont couturières, il y a l'usine et il y en a qui retournent chez elles. Donc nous, on contacte l'usine, on contacte les gens pour trouver le travail pour elles. Donc après, on l'amène. Et on aide le premier, deuxième mois, en principe, on prend en charge 100%. Ça veut dire on achète des nattes, des casseroles, des vélos. Elles gardent leur premier salaire pour elles. Voilà, il faut faire le premier salaire. C'est très très important parce que quand elle a recevoir le premier salaire, c'est pour elle, ça y est, c'est son salaire. Donc elle va acheter ça, elle achète n'importe quoi, mais c'est bien, ça donne envie de travailler, en plus c'est son argent, c'est elle qui travaille propre, il n'y a personne qui l'achète. Quel est le pourcentage de jeunes filles qui passées par votre centre, ne retournent pas à la prostitution? On a reçu 364%. Oui. Et au reste, il y en a qui retournent dans le lieu de prostitution, donc il y en a qui retournent avec des copains ou disparaissent. Elles vont en province, on ne sait pas ce qu'elles font, mais donc 60% elles restent. Quand il y a une jeune fille de 12 ans, par exemple, qui ne veut pas rester dans votre centre, qui veut retourner à la prostitution parce que ça représente de l'argent ou parce qu'elle est cassée psychologiquement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Mais quand les jeunes filles qui sont 12 ans, nous, on ne lâche pas de retourner. Nous, on essaye tous les moyens pour qu'elles restent avec nous. Donc, on dit, tu ne pars pas maintenant, tu restes avec nous un petit peu, on va se promener, tu ne perds pas ton temps, tu es avec nous. Donc, on l'emmène à la campagne, on l'emmène voir des autres enfants. Et après, je l'emmène en province à Kompongtiam, où il y a des jeunes enfants qui vont à l'école. Donc, je l'emmène là-bas, j'ai acheté des chemises blancs avec les gibes bleus, ça, pour les enfants au Cambodge, pour moi, tout ça, quand je mis comme ça, on sent tellement enfant à l'école. Donc, on donne ça, et après, on dit, bon, va essayer, tu vas à l'école, va essayer avec des autres filles dans le centre. Donc, une fois elles vont là-bas, après, elles ne veulent plus retourner au bordel, donc ça, c'est le moyen qu'on va faire ça. Le combat que vous menez, c'est le combat contre la prostitution en général? Je ne suis pas contre la prostitution qui sont 20 ans ou 28 ans et qui veulent faire ça. Mais je suis contre l'exploitation, prostituée mineure et vous savez, l'exploitation, je ne pas forcer. On est contre ça. Mais si des gens qui sont 30 ans ou qui sont 40 ans ou 20 ans qui vont faire ça, c'est le problème. Nous, maintenant, le plus urgent, c'est sauver des jeunes enfants et les gens, même les filles, elles sont 20 ans, elles sont forcées, on l'aide aussi. Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement dans votre combat? Il nous soutient. Je travaille avec le ministère de l'Action sociale. On s'entend très bien, donc il nous aide beaucoup. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont pourris, corrompus, je ne sais pas, il y a des mots comme ça. Donc,
Il y a toujours, parce qu'ils sont pas payés, donc ils ont besoin d'argent, donc ils sont obligés d'être corrompus. Avant de faire réagir Emma Bonino, je voudrais donner la parole à Pierre Legros, votre mari, qui vous a accompagné ce soir également. Les 2 tiers de ces jeunes filles qui sont dans votre centre sont séropositives. Quels sont les moyens que vous avez pour les aider médicalement? Alors, pour les aider médicalement, nous, on n'a pas de structure médicale. Donc on réfère ces jeunes filles dans des hôpitaux qui sont soutenus par des organisations internationales comme MSF France, qui soutient un hôpital. Ces jeunes filles sont référées, elles suivent un traitement et elles reviennent. Jusqu'à arriver au stade fatal, du stade terminal, où là on ne peut pas les garder dans un centre, c'est impossible de les garder. Elles vont généralement mourir à l'hôpital, ce qui n'arrange personne. Mais il n'y a pas pour l'instant aucune autre solution. Emma Bonino, un mot sur ce combat, formidable combat. Moi, j'ai connu Somalie par un reportage, d'ailleurs, français. Oui, qui était passé chez notre confrère d'envoyé spécial. Exactement. Sur France 2. Et c'est lui qui m'a alerté un peu. Et moi, j'ai pensé en votre nom, hein, que je voulais que l'Europe l'aide, qu'il donne un coup de pouce. D'ailleurs, c'est pas beaucoup d'argent. C'était via l'organisation Action Nord-Sud, hein, et c'était 1 200 000 francs français, mais juste pour donner un coup de pouce. Et je pense que Somalie, c'est la victoire de l'individu déterminé. Hein. C'est la victoire de quelqu'un qui dit « Ah non, moi je ne veux plus subir ». Pas tous réussissent. Hein. Parfois on perd même la vie dans ce combat. Mais elle, c'est... Quand elle dit, on lui demande, mais tu veux continuer à risquer la vie. Et moi, je pensais, c'est qu'elle, elle ne veut plus risquer la mort. Hein? C'est qu'elle, elle veut vivre. C'est qu'elle ne veut plus risquer la mort morale, disons, psychologique. C'est ça que... Et donc, pour moi, c'est extraordinaire si l'Europe que nous sommes arrive à soutenir des actions comme ça. On va fêter dans quelques mois le 10e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en ce moment, les droits de l'enfant n'ont jamais été aussi autant bafoués. Je pense aux enfants soldats, aux enfants prostitués, on vient de les voir, aux enfants au travail forcé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Écoutez, moi, je reste quelqu'un d'optimiste ou passionnément déterminé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays ou de zones où ces droits sont tout à fait bafoués. Mais il y a d'autres parties du monde où on a fait quand même pas mal de progrès. Hein. Nous, en Europe, on n'a pas de leçons à donner à personne. Mais quand même, les dernières années, on a quand même amélioré beaucoup de situations. C'est pour ça que je pense que nous devons avoir aussi la responsabilité de garder ailleurs, hein, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, continuer notre chemin, c'est sûr. Mais quand même, on a quelques expériences, on a un peu plus de moyens, de tout genre. Ben, moi, je pense qu'on peut tous ensemble progresser. Alors, si Somalima mène un combat dans son pays, Emma Bonino, elle, mène un combat à l'échelle planétaire. Ce commissaire européen n'hésite pas à aller sur le terrain, à s'impliquer physiquement. Exemple, sa dernière mission en Afrique de l'Ouest, en Guinée, Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Mission suivie par une de nos équipes. Voici Emma Bonino, diplomate de terrain ou diplomate de choc, signée Elisabeth Drévillon, Zora Hamdan et Robin Teboul.